vent de colère s'est levé et il menace le cœur de l'Union. Jamais des élections européennes n'ont été aussi décisives pour l'avenir du projet communautaire. Dans cette bataille surchauffée, les populistes sont à l'offensive. Et l'enjeu sera là. Ce sera les mondialistes contre les patriotes, les apatrides contre les patriotes. Contrôlons nos frontières. Tu délires, Bruxelles? Le climat est explosif. Sur tout le continent, un sentiment de déclassement s'est emparé des populations modestes et les mouvements eurosceptiques en profitent. C'est ce capitalisme où en haut, on gagne de plus en plus d'argent et en bas, on en redistribue de moins en moins. Quand on se sent dépassé, on tend à adhérer à la pensée autoritaire, c'est-à-dire à retomber dans un État pré-démocratique. On se décharge de sa propre responsabilité et on croit celui qui propose des solutions faciles. Accusée de tous les maux, l'Union européenne est devenue l'ennemi à abattre. Il faut fermer les frontières et encourager la natalité. Soutenir nos familles pour que notre propre peuple puisse croître. Les Européens sont nombreux, ils disent « Ah mais regardez, l'abribus là, il y a marqué que ça a été financé à 20% par l'Union européenne. Enfin c'est notre argent, qu'on arrête de se moquer du monde !» Les deux piliers du rêve européen sont touchés. En France, la crise sociale provoquée par les Gilets jaunes affaiblit Emmanuel Macron et renforce Marine Le Pen. En Allemagne, critiquée pour sa gestion des migrants, Angela Merkel fait face à une poussée de l'extrême droite sans précédent. Deux pays, deux histoires, les mêmes peurs. Pas de Macron. Pas de Napoléon II. Nous voulons la liberté, pas un nouveau Napoléon. Bonjour monsieur, pour les élections européennes du 26 mai. Non, que je m'en fous. Ah bah il faut pas. Il faut vraiment qu'on explique ce qu'est l'Europe, qu'on explique que le retour aux frontières, ça sert à rien, et qu'on arrête de prendre l'Europe pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire un bouc émissaire. En France comme en Allemagne, les formations pro-européennes au pouvoir sont parties tard en campagne et peinent à mobiliser. Bonjour, nous sommes la CDU. Je suis candidate au Parlement européen. Celui-là, je le prends avec moi. Le 26 mai, nous décidons tous ensemble quel espace nous laissons à l'extrême droite. Et pour moi, c'est clair, le moins possible. L'idéal européen des pères fondateurs est menacé. Tant que l'Europe ne fera pas rêver, on aura beaucoup d'abstention aux élections, beaucoup de scepticisme. Comme quoi, mes amis, c'est comme en Italie, avec Matteo Salvini. Quand on veut, on peut. C'est devenu la routine en France. Depuis novembre, chaque samedi, les Gilets jaunes défient le gouvernement Macron. Aujourd'hui, en pleine campagne européenne, Avignon est en état de siège. La manifestation est interdite. Ceux qui veulent entrer dans la vieille ville n'ont pas le droit d'arborer le fameux gilet. Une des figures de la fronde dans le sud de la France a fait le déplacement. Christophe Chalençon. Ah mais c'est bizarre, ils n'ont pas barricadé les magasins. Parce qu'ils veulent pas. Ils filtrent en bas. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le cœur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas. Elle est interdite cette manif. Eh oui. Et pourtant vous êtes là? Ouais. C'est normal, non? On brave les interdits depuis 4 mois. Et on est toujours là, on lâche pas, hein. Christophe Chalençon a endossé son gilet jaune dès les prémices du mouvement. Grande gueule, sur toutes les chaînes d'information continue, il est de ceux qui ont porté la colère de la France oubliée. À 52 ans, il a compris que la campagne des Européennes lui offrait une tribune inespérée. Il sera candidat. Nous avons créé un mouvement qui s'appelle Évolution citoyenne aujourd'hui et qui va être présent à toutes les élections, que ce soit européennes, municipales, législatives. Je peux t'annoncer déjà qu'il y aura une liste à Avignon, Évolution citoyenne, pour contrecarrer les grandes écuries. Emmanuel Macron voulait éteindre l'incendie avant les européennes. Mais ses discours ont jeté de l'huile sur le feu
et les Gaulois, réfractaires au changement, sont entrés dans l'arène politique. Il est inadmissible qu'un retraité touche 800 € par mois après avoir travaillé toute une vie, alors qu'un ministre tourne à 7-8 000 plus tous les à côté sans jamais avoir travaillé. On veut des comptes sur notre argent public. On paye des impôts, on veut savoir où ça passe. Point final. Et nos ennemis, c'est pas les CRS ni la police. Nos ennemis, c'est Castaner et le gouvernement. De toute façon, il va la sentir passer aux élections européennes. Il va savoir ce que c'est, les Français. Depuis novembre, 11 personnes ont perdu la vie sur les ronds-points et près de 12 000 ont été interpellées par la police. Tout a commencé très loin d'ici, quand Paris a décidé que sur les petites routes du pays, pour réduire les accidents, la vitesse serait limitée à 80 km/h. Les Français n'étaient pas contents. Puis, pour financer sa taxe carbone, le gouvernement a voulu augmenter le prix des carburants. C'était la taxe de trop. Dans les villes, il y a toujours un bus ou un taxi, mais dans les campagnes, on ne fait rien sans voiture. Alors les Français se sont mis très en colère et ils ont sorti leur gilet jaune. Ce mouvement de contestation hors norme, personne ne l'avait vu venir. La révolte, elle a claqué parce que l'entreprise Macron, qui devait reconnecter le pouvoir politique au peuple, a failli. Ça a démarré parce qu'il y a eu un ras-le-bol général des taxes, des mensonges, des gens qui ne connaissent pas notre façon de vivre. Là, tu vois, on voit mon village natal quand on arrive là. Ça, c'est le Val de Sceaux. Donc il faut vraiment venir le chercher. Christophe Chalençon est forgeron. Il vit là où il est né, dans le Vaucluse. Une terre de lavande, d'oliviers et de vignes, à 700 km au sud de Paris, à des années-lumière de Bruxelles. Macron, lui, pour nous, pour les Gilets jaunes, c'est le fruit d'un arbre qui a été planté il y a 40 ans. Et le fruit est mûr, donc il arrive pour nous finaliser cette Europe qui veut aujourd'hui être une Europe destructrice des nations, destructrice des régions et des territoires. Macron et Bruxelles ciblent de la même colère. Le 17 novembre, la France des campagnes et des zones périurbaines envahit les ronds-points. Partout, chômeurs, smicards, artisans, retraités bloquent les axes routiers pour réclamer une vie meilleure. Sur les carrefours, ils retissent les liens qu'ils avaient perdus. L'ambiance est bon enfant. Si on fait une rétrospective, on a mai 68 comme étant un pôle à la fois de l'histoire, de la référence de la culture ouvrière, de la culture révolutionnaire, etc. Ça a duré 2 mois. La Commune de Paris, autre pôle date absolument historique, c'est 2 mois. Donc ce mouvement-là, il montre aussi sa singularité par sa durée. C'est ce qui a été beau dans ce mouvement du 17 novembre, en plein hiver, sous la neige, la pluie, les gens ont été là, ont retrouvé un mot important. Liberté, égalité, fraternité. On a retrouvé la fraternité. Les Français soutiennent massivement les frondeurs. Mais le président de la République ne comprend pas ce mouvement anti-système qui va très vite déraper. Pendant 2 semaines, il reste sourd aux revendications de la rue. Jusqu'au jour où l'Arc de Triomphe est touché. Le président jupitérien est dépassé. Pour calmer la tempête, il s'engage à faire un geste pour les plus bas salaires et les retraités. Cette crise a énormément fragilisé le président, d'emblée. Le jour où il a lâché 10 milliards en décembre, le 10 décembre 2018, ce jour-là, ça voulait dire le déficit budgétaire de la France va dépasser 3%. Pour un pays qui veut être le champion d'une Europe rigoureuse, ça va mal. Et ça l'affaiblissait en particulier dans ses discussions avec l'Allemagne. On nous demande de résoudre une solution en 18 mois qui n'a pas été solutionnée depuis 30 ans. Les intérêts de la dette, c'est 110 millions d'euros par jour. Et bien évidemment, quand on perd 110 millions d'euros par jour, on ne peut pas les réinjecter dans l'économie, dans les aides sociales, dans tout le programme social et que nous avions décidé de mettre en place. Le président se rêvait en sauveur de l'Europe. Il va d'abord devoir sauver son propre pays. Alors il lance le grand débat et entame un marathon dans toute la France.
Le parti d'Emmanuel Macron est l'un des derniers à désigner sa tête de liste pour la campagne européenne. Ce sera Nathalie Loiseau, la ministre chargée des relations avec l'Union. Les marcheurs ont pris beaucoup de retard. On nous réclame notre projet. Je m'en réjouis, ça intéresse, on s'impatiente. Je vous rassure, vous ne serez pas déçus. Nathalie Loiseau dévoilera son programme pour une renaissance de l'Europe 18 jours seulement avant le scrutin. Parmi ses propositions, 1000 milliards d'euros pour la transition écologique. Pendant ce temps-là, 3 listes gilets jaunes aux européennes ont vu le jour et des figures du mouvement ont rejoint des partis souverainistes. Tous dénoncent la mondialisation et réclament une Europe plus protectrice. En Allemagne aussi, dans la première économie d'Europe, une force populiste tire à boulet rouge sur l'Union européenne, l'AfD. L'alternative pour l'Allemagne pourrait faire son entrée en force au Parlement européen. En Saxe, dans l'est du pays, les sondages pour les européennes donnent ce parti d'extrême droite au coude à coude avec celui d'Angela Merkel. Désormais, les discours et les actes xénophobes se multiplient en plein jour, à haute voix. Comme à Chemnitz, il y a presque un an. Le 26 août, 1 millier de néo-nazis se donnent rendez-vous spontanément au pied de l'imposante statue de Karl Marx pour crier sa haine des migrants. La veille, dans la nuit, à 2 pas d'ici, un Allemand a été tué de 5 coups de couteau. Les suspects, un réfugié syrien, un autre irakien. D'abord, j'ai été très choquée. J'ai éprouvé un profond dégoût. Mais en y regardant de plus près et en réfléchissant, j'y ai vu une leçon. La leçon, c'est que ce type de gens existe. Il y a bien des gens qui font le salut hitlérien devant le drapeau allemand, devant la sculpture de Karl Marx. Ces groupes sont enracinés, c'est aussi profond que répugnant. Les gens ont simplement exprimé leur mécontentement et leur peur face à l'évolution de leur ville. Le sentiment d'insécurité est de plus en plus fort, parce qu'il y a de plus en plus de crimes. Les gens ressentent ces changements. Le climat se détériore depuis 3 ans. Ce 26 août 2018, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le lendemain, accompagnés de hooligans, les néo-nazis remontent sur Chemnitz. Cette fois, ils sont près de 6000 et viennent de tout le pays. En face, un peu plus d'1 millier d'antifascistes. La police est débordée. Ces images font trembler l'Allemagne et l'Europe. Dans la foule, côté extrême droite, des membres de l'AfD locale. Je ne suis pas allé à cette manifestation en tant que représentant de l'AfD. J'y suis allé en tant que citoyen. Pour moi, il est toujours important d'aller sur place pour voir par moi-même. Je voulais comprendre qui était venu manifester, parce que ce qu'on lit dans la presse reflète très rarement la réalité. On sait bien que ce sont des mouvements d'extrême droite qui sont derrière tout ça. Ils ne sont pas en première ligne. Ils se gardent bien d'effectuer le salut nazi. Ils laissent cette tâche à d'autres. Et on a déjà vu ça par le passé. Le gouvernement du Land de Saxe a minimisé pendant des années le problème de l'extrémisme de droite. Il n'a pas combattu les mouvements d'extrême droite, comme il aurait fallu. Ça commence par les coupes budgétaires pour les associations de jeunesse, la scène alternative et la société civile. Et ensuite, il y a des structures d'extrême droite dans la police et au sein de l'État qui n'ont pas été combattues correctement. Ce climat n'a pas été propice au seul groupuscule néo-nazi. Il a aussi favorisé l'éclosion de Pegida, un mouvement islamophobe, et préparé le terrain à l'AfD. Nico Köhler a rejoint l'Alternative pour l'Allemagne il y a 3 ans. Déçu par Angela Merkel, il a rendu sa carte de la CDU. À Chemnitz, sa ville natale, il travaille dans le multimédia et dirige l'antenne locale du parti d'extrême droite. Ce matin, il prépare une nouvelle action dans le plus pur style de l'AfD. Ah, la police est déjà là. On va voir quelle surprise elle nous réserve.
Ici, le 5 mars, on commémore les bombardements alliés qui ont rasé la ville en 1945. Pour la gauche, cette date marque l'effondrement du régime nazi. L'extrême droite, très patriote, préfère honorer le martyre du peuple de Chemnitz sous les bombes anglo-américaines. Köhler veut rendre hommage aux victimes allemandes, seul, en premier. En fait, ce que vous voulez, c'est perturber l'événement. On veut faire quoi? C'est bien ce que vous voulez. Déposer la couronne et perturber la cérémonie. Perturber? La cérémonie, elle n'a pas encore commencé. Elle commence à 10 h. Donc sans la couronne, on peut entrer. Avec la couronne, on ne peut pas entrer. Expliquez-moi, c'est vraiment n'importe quoi. C'est ridicule. Comme on vient de vous le dire, nous avons ordre de ne pas vous laisser entrer avec votre couronne. On va la poser ici. Les patriotes voulaient être les premiers. Ils devront attendre la fin de la cérémonie officielle. En Allemagne, le combat contre l'extrême droite se joue aussi sur le terrain de la mémoire. La maire de Chemnitz, de centre-gauche, profite de toutes les occasions pour damer le pion aux extrémistes. Pour cet anniversaire, la commémoration se fera sous le signe de la paix et le dialogue. Les souffrances qui nous ont été infligées à la fin de la guerre en Allemagne et à Chemnitz ont d'abord été infligées par l'armée allemande à d'autres peuples d'Europe. Et ceux qui ont planifié et provoqué cette guerre, les nazis, sont arrivés démocratiquement au pouvoir, élus à la majorité sous la République de Weimar. Cette année, le thème est la paix dans le dialogue. Et ce choix est bien évidemment en rapport avec les événements du mois d'août, avec ce crime affreux qui a été instrumentalisé politiquement et exploité par les médias d'une façon incroyable. L'AfD a été fondée par des professeurs d'économie en 2013. À l'époque, ils exigeaient le retour au Deutschmark pour redonner sa souveraineté monétaire à l'Allemagne. Mais aujourd'hui, plus question de sortir de l'euro. L'aile identitaire du parti a pris le pouvoir. L'AfD a une nouvelle cible, le migrant, et pour programme, un slogan. Contrôlons nos frontières. Tu délires, Bruxelles? Contrôlons nos frontières. C'est exactement ce que d'autres pays réussissent à faire, bien que ce soit soi-disant interdit. La Bavière, par exemple, elle est arrivée à contrôler ses frontières. La montée en puissance de l'AfD, fulgurante, a eu lieu il y a 4 ans. En 2015, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants fuient la guerre, l'État islamique ou la misère. Ils cherchent refuge en Europe. La plupart rêvent d'Allemagne. Début septembre, Angela Merkel prend seule une décision historique, accueillir ces migrants. Plus d'1 million de réfugiés sont arrivés, dont des centaines de milliers qui n'ont pas été enregistrés. Aucun État ne peut absorber ça sans que cela fasse des remous. Je pense qu'il serait bon d'aborder avec optimisme ce que nous sommes en train de vivre avec la venue de nombreux réfugiés. En 2015, nous étions dans une situation exceptionnelle. Ça ne s'était probablement jamais produit ailleurs dans le monde. Jamais autant de personnes ne s'étaient retrouvées aux portes de l'Europe. Et en tant que chrétiens démocrates, nous étions obligés de nous poser la question, devons-nous fermer les frontières au risque de provoquer une catastrophe humanitaire? Angela Merkel et tous ceux qui ont toléré sa politique ont contribué à faire progresser l'AfD. La décision de Angela Merkel ne déclenche pas seulement une crise européenne. Elle propulse 91 députés de l'AfD au Bundestag. L'extrême droite ne siégeait plus au Parlement national depuis la chute de Hitler. Après la crise économique en Europe et la crise de l'euro, la crise des réfugiés a donné des ailes au mouvement populiste. Des composants racistes s'y sont ajoutés. Moi, je veux simplement continuer à vivre comme un Allemand. Je ne veux pas me promener dans le centre-ville de Chemnitz et me sentir comme dans un bazar turc. L'AfD devient séduisante parce qu'elle dit « Nous avons la solution, les étrangers sont le problème, l'Union européenne est le problème, et votre
votre patrie, votre communauté, il n'y a rien de plus précieux. C'est ça qu'il faut protéger. Dans la région de Chemnitz, la réunification a laissé des traces. Près de 100 000 personnes sont parties à l'ouest à la recherche d'un travail. Imbriquées dans la ville, des friches industrielles rappellent une grandeur passée. À l'époque, Chemnitz s'appelait Karl-Marx-Stadt. Frank Richter est né en Saxe en 1960, en République démocratique allemande. Sous la dictature communiste, ce théologien s'est battu pour les droits civiques. Aujourd'hui, il lutte contre la montée de l'extrême droite. En Allemagne de l'Ouest, à partir de 1945, l'expérience de la démocratie va de pair avec l'essor économique et la prospérité. L'Ouest a bénéficié du plan Marshall des Américains. À l'Est, l'instauration de la démocratie va de pair avec la destruction des emplois, la désindustrialisation et le dépeuplement de grandes régions. Voilà pourquoi l'ancrage, l'acceptation du fait démocratique, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, la pluralité, sont beaucoup plus faibles ici. Dans l'Est du pays, le discours des écologistes a longtemps été inaudible. Après la réunification, les Allemands des nouveaux Länder avaient d'autres priorités. Mais aujourd'hui, les Verts pourraient conquérir de nouveaux électeurs dans la région. Ici, la campagne repose sur deux femmes. La tête de liste, Ska Keller, et Anna Cavazzini, la candidate verte pour la Saxe. Dans la région, les locaux des Verts sont souvent vandalisés. Le dernier en date, celui-ci, à Dresde, début avril. Pour ces deux militantes, l'AfD est la menace. Le 26 mai, nous décidons tous ensemble quel espace nous allons laisser à l'extrême droite et pour moi c'est clair, le moins possible. C'est pour ça que nous nous battons de toutes nos forces, de toute notre énergie, pour une Europe nouvelle, pour une Europe meilleure. Donc faisons-la ensemble, construisons-la ensemble. Et je m'attends à une super campagne électorale verte avec vous, afin de voir bientôt des gens super comme Anna au Parlement, pour que la Saxe soit dignement représentée. On s'est peut-être dit longtemps, trop longtemps, oui, l'Europe existe, pas besoin de s'en occuper, elle vivra toujours d'une façon ou d'une autre. Mais au moment du Brexit, on s'est rendu compte que ce n'était pas si évident que ça, que l'Europe était peut-être plus fragile que nous ne le pensions. Celui qui ne va pas voter laisse les autres décider à sa place. Et si l'extrême droite entre au Parlement européen, elle va obtenir beaucoup d'argent et faire du Parlement une tribune pour proférer des propos racistes, misogynes, nationalistes. Mais ils ne feront aucun travail parlementaire, ils ne sont pas actifs du tout dans les commissions. Certes, ils font des propositions de changement, mais ils ne sont pas présents quand il s'agit de trouver des compromis pour résoudre quelque chose. Ils n'assistent pas aux longues séances des commissions, ils laissent le travail aux autres, ils ne se servent que de la scène. Née à l'Ouest, Anna Cavazzini a fait ses études à l'université de Chemnitz, ce qui lui a permis de découvrir l'Europe centrale, là où la poussée populiste est particulièrement forte. Je pense que cette peur des réfugiés réside dans le fait que pendant des années, ces pays n'ont jamais été confrontés à l'immigration à cause du rideau de fer. Il faut donc une sorte de phase d'apprentissage pour savoir gérer cette situation. La France n'a pas connu le rideau de fer. Pourtant, ici aussi, l'immigration est un sujet brûlant. Jean-Marie Le Pen en a longtemps fait son cheval de bataille. Sa fille Marine continue sur la même voie. On va recouvrir la gauche, c'est bien. Dans le Vaucluse, département rural à forte main-d'œuvre nord-africaine, le FN, devenu RN, est fortement ancré depuis plus de 30 ans. Tiens, remets un coup de colle. Et cette année, les sondages sont très encourageants. Gérard a voté Le Pen toute sa vie. En 2009, il a pris sa carte du parti. Depuis, il est de toutes les campagnes d'affichage. Un problème du collage, c'est qu'on en a plein les mains et après plein le volant.
Le Rassemblement national a été le premier à se lancer dans les européennes. En occupant le terrain et les esprits pendant des semaines, il a pris l'avantage dans les sondages. Ces 3 militants sont très fiers. C'est dans leur village, Le Thor, que Marine Le Pen a déclaré la guerre à Bruxelles. Tu as pris les affiches? Le choix d'un petit village, c'est la stratégie du Rassemblement pour ces élections, de dire on ne fait pas de grands meetings dans les grandes villes, on se rapproche en fait de la ruralité. Donc tous les meetings de cette campagne se passent en fait dans des petites villes. Si vous voulez, c'est un petit peu ce que Marine appelle la France périphérique ou la France des oubliés. Il y a quelques années, il fallait toujours avoir des gros bras avec soi. On aurait été en train de coller comme ça, en plein jour, il y a 15 ans. Il y avait les voitures qui s'arrêtaient, puis il fallait en découdre. C'était la bagarre tous les soirs. Mais bagarre, moi j'ai des histoires, des anciens qui partaient avec le manche de pioche dans la voiture pour se défendre. C'est de plus en plus rare quand même. Parce que les gens commencent à accepter les idées. Ils en ont ras-le-bol, les gens. Ils se rendent compte que depuis 40 ans, on est gouverné un coup par la gauche, un coup par la droite. Les idées n'avancent jamais. C'est toujours la même chose. Ils font des promesses non tenues. Ils font en sorte de, casser les Français. Comme partout en Europe, le peuple refuse qu'on l'engage davantage dans une mondialisation sauvage qui le ruine, dans un système qui asservit les hommes ou les entreprises à la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi de la jungle, à la dictature des marchés financiers, au règne de l'argent roi. Marine Le Pen n'a pas choisi le Thor par hasard. Il y a 40 ans, le Vaucluse était l'un des 5 départements les plus riches de France. Aujourd'hui, c'est l'un des plus pauvres. Cette dégringolade, Thierry d'Aigremont l'attribue à l'Union européenne. Encarté depuis plus de 30 ans, c'est lui qui va piloter la campagne. Depuis une semaine, il connaît le nom de sa cible, Nathalie Loiseau, la tête de liste de La République En Marche, qui a notamment dirigé l'ENA, l'école de l'élite que les populistes adorent détester. Les lignes commencent à se mettre en place véritablement depuis la nomination de Madame Loiseau, qui, elle, a clairement dit que de toute façon, sa première victoire, ce serait de battre le Rassemblement. Donc, vous voyez, l'objectif de ces gens-là, c'est uniquement d'arriver à nous battre. Donc, ça donnera le niveau de la campagne, et l'enjeu sera là. Ce sera les mondialistes contre les patriotes, les apatrides contre les patriotes. La construction européenne telle qu'on l'a gomme la notion de patrie dans sa construction, c'est une évidence. Donc l'Union européenne n'a pas à se substituer aux pays et aux peuples européens en essayant de créer un peuple européen comme le veut Macron. La participation moyenne se situerait autour de 44%. Donc ça veut dire que notre réservoir de voix est chez les abstentionnistes, bien évidemment. Aller chercher les abstentionnistes, c'est aussi attirer les gilets jaunes dans le filet du Rassemblement national. Mais jusqu'à présent, les tentatives de récupération ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, on oppose Macron avec cette Europe fédérale. Et la seule autre solution, c'est Marine Le Pen, qui, elle, veut une Europe des nations. Mais Marine Le Pen, on le sait très bien, elle veut prendre le pouvoir et un jour sortir de l'Europe. C'est son objectif. Nous, ça n'est pas notre objectif. Les Gilets jaunes ont parlé problèmes sociaux, de problèmes institutionnels. Ils ont dit on veut payer moins cher, on veut moins de fiscalité, on veut plus de services publics, on veut une autre forme de démocratie. Voilà le genre de choses qu'ils ont dit pour l'essentiel. Le Front National, lui, a susurré en permanence l'islam, la laïcité, l'identité nationale, des thématiques qui ne sont donc pas celles des Gilets jaunes, mais qui sont celles du Rassemblement national. Et donc le Front National, ou le Rassemblement national, a essayé de tirer vers ces thématiques des gens qui n'étaient pas posés sur ces thématiques. En 2017, aux dernières présidentielles, plus de 40% des Gilets jaunes auraient quand même voté pour Marine Le Pen. 20% auraient préféré la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon. Christophe Chalencon vise les autres, ceux qui ne votent jamais. Dès la naissance du mouvement des Gilets jaunes, il a évoqué une participation aux européennes. Après des débuts chaotiques, le 3 mai,
il a créé sa liste et en a pris la tête. On peut faire très mal. On peut devenir, c'est le pot de terre contre le pot de fer, mais on peut devenir véritablement cette belle politique noble qui est faite par conviction, par abnégation, par devoir, et pas dans un but d'en faire une carrière. Quelle légitimité il a pour représenter la liste des Gilets jaunes aux européennes? Je pense qu'il n'en a pas. Les Gilets jaunes, ils sont là pour une amélioration de leur pouvoir d'achat. Ils ne sont pas là pour voir des députés se faire trancher la tête ou se faire pendre. Ils sont là pour qu'on apporte des réponses à leurs problèmes du quotidien. Ils ne sont pas là pour monter une révolution et mettre à mal la démocratie. Le député macroniste s'était préparé à affronter les partisans de Le Pen. Mais il n'avait pas prévu un nouvel adversaire, les Gilets jaunes. Au plus fort de la crise, sa permanence parlementaire a été murée puis assiégée par des manifestants. Le forgeron était à la manœuvre. Quelques jours plus tôt, il avait appelé à aller chercher les députés jusque dans leur lit. Une incitation à la violence qui a choqué les parlementaires de la majorité. Là, on voit Chalencon inviter les personnes à rentrer par effraction chez des représentants du peuple pour aller les sortir de leur lit et faire je ne sais quoi après. Là, il y a un réel problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un personnage qui est dit leader de ce mouvement, qui s'est autoproclamé leader de ce mouvement-là, on a une responsabilité sur ses paroles, même sur les réseaux sociaux. La politique, parfois, quand tu vois autour de la table que ça ne bouge pas, il faut provoquer. Et par cette provocation, par ces mots, parce que moi je suis un peu clac, je suis un peu dur des fois dans les mots que j'emploie, ben ça permet la mise en mouvement. Mais parce qu'aujourd'hui on est trop tombé dans le gris, dans le bien-pensant. Mais les Français soutiennent de moins en moins la cause des Gilets jaunes, dont les listes plafonnent sous les 3% d'intention de vote. Dans ce bastion eurosceptique qu'est devenu le Vaucluse, Adrien Morena s'organise sur sa circonscription la première séance de tractage de la campagne. Sur ce territoire hostile, pas facile de défendre les couleurs de l'Europe. Donc c'est le premier tractage. Ce qu'il faut, c'est toujours être comme d'habitude, toujours les premiers sur les marchés, aller discuter, chercher le contact. Nous, on ne prône pas l'isolement, on prône l'ouverture, on prône une Europe unie, une Europe qui dialogue. Et il faut rappeler toujours encore et toujours ce que l'Europe fait pour la France, et en particulier pour cette circonscription. Adrien Morena, c'est novice en politique. Il est député depuis moins de 2 ans. Mais pour ses multiples adversaires populistes, il incarne la politique imposée par Bruxelles depuis des décennies. Il faut vraiment qu'on explique ce qu'est l'Europe, qu'on explique que le retour aux frontières, ça ne sert à rien, qu'on explique tout ça, et qu'on arrête de prendre l'Europe pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire un bouc émissaire. Et ça, si on n'est pas capable de l'expliquer, si on n'est pas capable de le mettre en avant, oui, on aura perdu. Dans le Vaucluse, à 8 semaines du scrutin, le parti présidentiel n'a encore organisé aucun meeting. Adrien Morena, c'est bien seul pour défendre l'Europe de Macron. Pour les européennes, pensez à voter. Ah, si vous avez des questions, je peux vous y répondre. C'est bon? Bonjour monsieur, je peux vous laisser le document pour les enfants? Monsieur, dame, bonjour. Merci. Je vous en prie, bon dimanche. Que je m'en fous. Ah bah il faut pas. Bonjour monsieur, pour les élections européennes du 26 mai. C'est quel parti? La reine. On n'est pas. Faut pas lui demander à lui. Pour national, moi. N'importe quoi. Allez. Bruxelles, c'est une autre planète pour certaines personnes et c'est à nous de leur rappeler qu'aujourd'hui, s'ils vivent dans un monde dans lequel ils sont aujourd'hui, s'ils peuvent faire des crédits pas chers, s'ils peuvent faire tout un tas de choses comme ça, c'est grâce à Bruxelles.
Ça suffit, il faut arrêter avec tout ce merdier. Arrêter. Peut-être faire comme il se passe en Algérie, ce serait bien. De balayer tout ça dont on ne peut plus. L'éducation nationale, les hôpitaux, les femmes enceintes. C'est très bien. Une fois qu'on a fait le constat, on fait quoi? On fait quoi? Ouais, allez-y. Eh ben, peut-être qu'il faut toucher à la poche de ceux qui se nourrissent de notre boulot. C'est-à-dire il y a 100 milliards qui sont mis chaque année, de côté dans les poches des gens du CAC 40. Et ceux-là, évidemment, vous les protégez. Votre parti les protège. Monsieur Macron les protège. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous irez voter le 26 mai? Sûrement pas. L'Europe, c'est tous les malheurs depuis des années viennent de l'Union européenne. Tous les malheurs. Sous Sarkozy, même sous Hollande déjà. Sous Sarkozy, même sous Mitterrand. Les directives qui sont données au niveau européen s'appliquent dans tous les pays. Allemagne, Italie, Grèce. Vous connaissez l'état de la Grèce. Les gens ne peuvent plus bouffer, ils ne peuvent plus se soigner. Alors il y en a assez. C'est la faute à l'Europe? C'est pas l'Europe, monsieur. C'est l'Union européenne. C'est-à-dire une structure qui a comme objectif de faire baisser le coût du travail. Et il y en a marre. On n'en peut plus. L'erreur première, c'est d'avoir construit, d'avoir libéré ces frontières avant de construire une Europe sociale. Il aurait fallu que les salaires soient identiques, que les charges soient identiques. Et là, nous aurions pu, à un moment donné, tout ouvrir. Et là, on aurait évité d'avoir une Europe cannibale. C'est-à-dire que les pays au sein de l'Europe se détruisent eux-mêmes. Le sentiment des habitants du Vaucluse, c'est qu'ils ne jouent pas à jeu égal. On va vous parler du travailleur détaché qui va venir en France pour gagner plus d'argent qu'il ne gagne dans son pays. On ne va pas vous parler de la directive qui a été votée très récemment, disant que maintenant les personnes qui viennent travailler d'Europe, qui viennent travailler en France, seront soumises aux mêmes charges et au même salaire minimum qu'en France. Donc on remet cet effet de concurrence en place, mais toutes ces décisions sont prises. Et on revient sur le manque de pédagogie et le manque de communication. Défendre l'Europe n'est pas chose aisée. La critiquer, en revanche, est très facile. Ce soir, un poids lourd du Rassemblement national vient motiver les troupes. Eurodéputé depuis 2014, Nicolas Bay est entré dans le parti de Jean-Marie Le Pen à l'âge de 15 ans. On nous a vendu la croissance, l'emploi, la sécurité, les traités successifs, Maastricht, Lisbonne, aller toujours plus loin dans le fédéralisme européen, toujours plus loin dans l'intégration européenne. Le résultat, c'est la casse sociale, c'est le chômage de masse, c'est l'insécurité généralisée et même le terrorisme. Il faut quand même dire les choses. L'Union européenne, c'est simple, on verse chaque année 23 milliards d'euros et on en récupère 13. C'est-à-dire que l'Union européenne vous donnait 100 euros, elle vous en rend 60 et encore elle vous dit comment vous allez devoir les utiliser. Là, Nicolas Bay prend quelques libertés avec les chiffres. Ce n'est pas chaque année, mais à partir de 2019 que la France versera 23 milliards. Il y a 2 ans, par exemple, c'était à peine plus de 16 milliards. Le populisme, c'est très facile. C'est vous jouez sur les peurs, vous n'expliquez jamais rien. C'est vous expliquez tout ce qui ne va pas et sans apporter aucune solution. Vous dites juste, l'Europe va nous manger. Et nous, État, on va être broyés par ce système-là. Vous ne direz jamais à quel point votre économie s'est développée grâce à l'Europe, parce qu'en fait, vous ne visez pas cet électorat-là. Dans les sondages, le Rassemblement national et la République en marche sont pratiquement à égalité. Prochain objectif des populistes, se réunir dans un seul groupe, au sein de l'Europarlement. Si les sondages actuels se confirment, nous pouvons avoir un groupe important de 25 élus français dans notre futur groupe qui pourrait comporter une centaine, peut-être même au-delà, de députés. Donc les Italiens de la Lega, qui étaient seulement 6 députés dans cette mandature, vont revenir sans doute à 25 ou peut-être même 30. Actuellement, il n'y a qu'un seul élu de l'AfD dans le groupe EFDD. Ils vont sans doute revenir à au moins une douzaine selon les sondages. Donc voilà, il y a une croissance numérique et politique des formations nationales, patriotes, partout en Europe. Mais pour ça, ces partis aux intérêts divergents doivent s'entendre, ce qui n'est pas gagné. Et puis, selon les sondages, les populistes ne devraient pas remporter plus de 25% des sièges. C'est beaucoup, mais ça ne devrait pas être un raz-de-marée. En fait, le danger est ailleurs.
on a le sentiment que le Parlement va être ingérable, qu'il va être fragmenté. Les droites réunies dans le PPE n'auront pas la majorité, la social-démocratie s'affaisse, les écologistes montent un peu, mais ce n'est pas une force tellement puissante, les extrême droite, nationales populistes, etc. vont monter, mais enfin tout ça va faire un certain nombre de sous-ensembles d'où ne jaillira jamais une majorité claire. Et par conséquent, dans cette hypothèse, le Parlement s'affaiblit, puisqu'il ne marche qu'à coup d'alliance. Depuis les premières élections européennes en 1979, on n'a jamais compté autant de listes. 34 en France, 41 en Allemagne. Mais cette offre pléthorique est trompeuse, car de scrutin en scrutin, le taux de participation s'effrite, pour le plus grand bonheur des partis eurosceptiques, qui sont les seuls à savoir mobiliser leur électorat. Aujourd'hui, dans la capitale de Saxe, les pro-européens tentent de reprendre l'initiative. Ils sont venus défier les populistes sur leur terrain, Dresde, là où la nouvelle extrême droite a vu le jour. Les partis europhiles sont réunis sous la bannière d'un mouvement né en Allemagne en 2016, Pulse of Europe, une impulsion pour l'Europe. Ma plus grande crainte, c'est le retour aux États-nations, une organisation du monde que je n'ai jamais connue. Nous sommes la génération Europe. Nous, les étudiants européens, nous avons grandi avec. Du coup, on se mobilise et je me sens plus européenne qu'allemande. Avec ces élections, j'ai peur de perdre cette identité. Pour affirmer son engagement europhile, la CDU de Saxe a fait un pari audacieux. Elle a désigné une candidate allemande née en Pologne. Tout un symbole dans cette région. Bonjour, nous sommes la CDU. Je suis la candidate de Dresde pour le Parlement européen. Cette femme est chargée d'une mission difficile. Défendre une Europe intégrée et ouverte, là où l'AfD prône le repli sur soi. Les populistes arrivent en Europe. Ils conquièrent le pouvoir et ils veulent nous diviser, faire éclater l'Union. Et il faut les en empêcher. C'est vraiment une élection décisive. C'est purement et simplement le scrutin le plus important de l'histoire de l'Union européenne. Est-ce qu'elle vous a convaincu? Est-ce que vous allez voter pour la CDU? Pas vraiment, non. Je ne suis pas encore convaincue. Pas vraiment. Même les sympathisants sont critiques. J'ai une remarque à vous faire. J'ai remarqué que la CDU n'avait presque pas d'affiche de campagne. Le parti est extrêmement sous-représenté par rapport à la concurrence. D'accord. Franchement, je suis scandalisé. Ça me rend dingue. Pas étonnant que les scores des conservateurs soient si bas, avec une campagne aussi nulle. Merci de me le signaler maintenant et pas après les élections. Agatha Reichel-Tomczak est à la peine. Avec le petit stand et les drapeaux que lui ont donné la CDU, difficile de lutter contre le rouleau compresseur populiste et ses slogans simplistes. Souhaitons-nous être dirigés par d'autres ou voulons-nous avoir notre place à la table des négociations? C'est ça la vision qui manque aux populistes. Je trouve irresponsable de faire croire n'importe quoi aux gens, de leur raconter que tout va bien se passer. Cette année, le 1er mai tombe en pleine période électorale. Devant l'hôtel de ville de Chemnitz, des syndicats de gauche organisent un rassemblement. À quelques mètres de là, l'AfD locale prépare son premier meeting de campagne. Provocateur, Nico Köhler s'aventure sur le terrain de ses adversaires. Des militants antifascistes réagissent immédiatement. Ils ont l'air de bien s'amuser. Ça rigole bien ici, mais ils ne montrent pas leur visage. Madame la centriste. Vous êtes du mauvais côté, là. Votre tribune est là-bas. Arrêtez de me cataloguer. Détendez-vous un peu, quoi. Ici, vous n'êtes pas chez vous. Comment ça, pas chez moi? Je suis un habitant de Chemnitz. Ici, on défend d'autres valeurs que les vôtres. Quelles valeurs? Vous, c'est là-bas. De quelles valeurs vous me parlez? Et vous, c'est quoi vos valeurs? Vous représentez quoi ici? La bienveillance. La bienveillance? Et moi, je suis pas bienveillant? Aujourd'hui, Nico Köhler s'apprête à accueillir deux figures nationales.
Maximilien Krah, l'un des idéologues de l'AfD, est la vice-présidente du parti. Krah, lui aussi, est un transfuge de la CDU. Opposé à la politique migratoire d'Angela Merkel, il a rallié le parti d'extrême droite il y a 2 ans. Numéro 3 sur la liste européenne, il est venu chauffer les militants. Bonjour Chemnitz. Votre ville a fait un tabac l'année dernière. Car vous avez montré que la patience a des limites. Et c'est une grande victoire que vous soyez réveillés. La raison de notre présence ici, vous encourager à ne pas vous rendormir. Chers amis, le jour de l'élection, chacun de vous aura autant de pouvoir que Angela Merkel ou Jean-Claude Juncker. Votre voix compte. Vous êtes important. Prenez votre destin en main, celui de Chemnitz, de la Saxe et de l'Allemagne. Merci. Maximilien Krah a besoin de battre le rappel, car les derniers sondages nationaux ne sont pas bons pour l'AfD. Sa proximité avec des groupuscules néo-nazis dérange les Allemands. Le flux migratoire se tarit et des enquêtes pour financement illégal éclaboussent le parti. Pourtant, ici en Saxe, les projections donnent l'AfD juste derrière Angela Merkel. Merkel est donc son allié, le président français. Pas de Macron. Pas de Napoléon II. Nous voulons la liberté, pas un nouveau Napoléon. Le Napoléon II Macron veut avoir une armée que les Allemands financeraient, que les Français commanderaient et qui serait dirigée contre la Russie. Nous voulons la paix et un partenariat avec la Russie. Nous ne voulons pas d'une armée européenne. On veut une zone européenne pacifique et décentralisée qui ne se laisse pas instrumentaliser par les grandes puissances. Et Macron est une catastrophe. Mais ça, ce sont les arguments de Trump, de Poutine, de Xi Jinping. Pour nous, Trump ou Poutine ne sont pas une menace. En revanche, nous considérons que Macron et Merkel sont une menace pour la paix. Le Monde, selon les populistes allemands, Macron et Merkel sont des va-t-en-guerre, Trump et Poutine des pacifistes. Avec l'AfD, les fake news ne sont jamais loin. La disparition de la génération des fondateurs de l'Europe, ceux qui ont vécu la guerre, n'est pas étrangère à cette pensée. Mais il n'est pas inutile de rappeler, de temps en temps, que l'Europe, grâce à la coopération des nations, grâce au projet de l'Union européenne et grâce à la démocratie, est un projet de paix qui tient depuis 70, presque 80 ans maintenant. La capitale de Saxe se trouve à une quarantaine de kilomètres de la République tchèque et à moins d'1 heure de la Pologne. Depuis le 19e siècle, les conflits meurtriers n'ont cessé de déchirer la région. Anna Cavazzini a choisi cet endroit pour organiser un rassemblement écologiste. Lieu de l'opération, les 3 frontières. Ici, c'est la frontière, c'est là que commence la Pologne. Avant, il y avait des gardes qui contrôlaient les papiers, des files d'attente énormes, des barrières. Maintenant, on passe comme ça, sans même s'en rendre compte. Pour moi, c'est ça l'Europe. Celui-là, je le prends avec moi. C'est dingue. Là, on est en Pologne, là-bas, c'est l'Allemagne, et là, la République tchèque. Et au milieu, il y a nous, les Verts. Le charbon a fait la richesse de cette région. Il l'a ravagée aussi. C'est désormais l'un des lieux les plus pollués d'Europe. Les Verts font de la fin des énergies fossiles et de la transition énergétique l'un des grands enjeux de leur campagne. Les langues diffèrent, mais les slogans clament tous la même chose. La pollution ne s'arrête pas aux frontières. L'Europe, ce ne sont pas d'obscures institutions à Bruxelles. L'Europe, ce n'est pas qu'un marché commun. L'Europe, c'est nous tous réunis ici pour lutter pour notre avenir, contre le changement climatique, pour la fin du charbon. Ici, dans un lieu où il y avait des frontières, il y a 15 ans à peine. Le recul des sociodémocrates à travers le continent pourrait faire le jeu des écologistes. Au Luxembourg, en Belgique, en Autriche, ils ont déjà fait rempart aux populistes. En Allemagne, les dernières élections au niveau des Länder et les sondages les plus récents les rendent optimistes.
Il y a actuellement un engagement politique en Allemagne que nous n'avons pas connu depuis longtemps. Des gens s'engagent contre l'extrême droite, contre l'AfD, parce qu'ils ont peur que tout ce que nous avons accompli ces dernières années, la solidarité dans la société, l'Union européenne, soit détruit par eux. Mais il faut encore combattre une maladie chronique qui ronge l'Europe, l'indifférence. Elle conduit à l'abstention, la pire des menaces pour l'Union, comme pour la démocratie. Partout à l'échelle des États-nations, les systèmes politiques se décomposent, se déstructurent. Comment voulez-vous construire une action européenne forte si chaque pays est affaibli déjà dans son fonctionnement politique? Donc, retrouvons des systèmes politiques démocratiques, actifs et vivants dans chaque pays. Et ensuite, il pourra naître, je l'espère, une Europe plus forte.